tous. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, avec aujourd'hui un sujet qui est débattu dans un grand nombre de communautés avant l'intercommunalisation des compétences eau et assainissement, en 2020 et dans certains cas 2026. Quid des transferts de déficit et d'une manière générale de la trésorerie. À la base, on connaît tous les règles. Les moins de 500 habitants peuvent fusionner leur budget général M14 avec leur budget eau et assainissement. Alors, dégrouper ces budgets-là, en général, c'est la croix et la bannière. Et puis on a des budgets des communes de moins de 3000 habitants ou de structures intercommunales qui n'ont dans leurs membres que des communes de moins de 3000 habitants, où on peut fusionner les budgets eau et assainissement, d'une part, et financer depuis le budget général le budget M49 eau et assainissement, d'autre part. Ce qui est évidemment très compliqué à dérouper, et d'ailleurs il n'est pas rare qu'on ait des communes ou des communautés ou des syndicats qui se retrouvent avec des budgets en fort excédent, avec de l'argent qui dort, et dans les moins de 3000, on a assez souvent en réalité l'eau qui finance l'assainissement collectif, et le fait qu'en réalité c'est l'ensemble de la commune, y compris les territoires SPANC, qui financent le bourg-centre, et le secret le mieux gardé du village, mais c'est pas le plus consensuel. Et puis, on a beaucoup de communes qui nous disent, et puis moi en plus, j'ai un excédent, mais c'est le fruit de ma bonne gestion, alors que s'agissant de l'eau potable, c'est parfois le fruit de leur bonne gestion, c'est parfois parce que depuis 60 ans, on ne fait pas beaucoup d'investissements non plus. Toujours est-il qu'on se retrouve avec des gens qui ont parfois des déficits, et ça pose des problèmes redoutables, et parfois des gens qui ont un grand excédent et qui se disent, au moment de l'intercommunalisation, l'excédent, je me le garderai bien pour mes dépenses de voirie ou de refaire le toit de l'église. Eh ben, c'est gentil, sauf que, est-ce que c'est légal? Le juge en 2012, dans la décision Casa, sur Police, avait considéré que les excédents devaient être transférés. Mais c'était lors d'un retrait de syndicat. Tout à fait. Non, on s'est tous dit, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, quoi. Bah oui. Bah oui, sauf que ça ne fut pas la position du Conseil d'État en 2016, avec le funeste arrêt Lamotte-Ternant, qui nous dit que ce n'est que à titre volontaire que l'on va transférer un solde, excédentaire ou déficitaire, de compte pour un budget SPIC. C'est-à-dire que je vais transférer un déficit ou un excédent quand je intercommunalise une compétence avec un budget SPIC que si je le veux bien. Arrêt, Lamotte-Ternant, que voici. Ce qui est discutable au demeurant, puisque si on y réfléchit, sélection d'un service public industriel et commercial, nous sommes sur des services où les recettes doivent équilibrer les dépenses, avec les réserves qui ont été évoquées tout à l'heure par Eric sur les situations de communes de moins de 3000. Mais le principe est donc que s'il y a des excédents, c'est qu'a priori, puisque le budget doit être équilibré, c'est que ces excédents étaient sans doute motivés par un investissement futur pour le service. D'ailleurs, vous savez très bien que quand vous avez une redevance excédentaire, et on a des raisonnements aujourd'hui tout à fait comparables depuis l'arrêt Auchan en matière d'ordre ménagère, eh bien les usagers sont fondés à demander le remboursement. Le tribunal administratif de Melun, en 2018, dans la décision commune de Bussy-Saint-Georges, l'a par ailleurs rappelé avec une particulière force, comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que la commune peut garder le fruit finalement d'un bien mal acquis, puisque finalement elle n'est pas censée avoir une redevance excédentaire? C'est le fruit de tout un raisonnement. À la base, j'ai un article, ou même toute une série d'articles du Code général des collectivités territoriales qui me confirme que je peux reverser des sommes d'un budget SPIC au budget général si j'ai 3 conditions de réunies, mais enfin en gros, si je prouve que je n'ai pas besoin de cet argent. Évidemment, on va se dire, mais dans ce cas-là, si j'ai pas besoin de cet argent, c'est bien que alors que c'est une redevance PIC et qu'elle doit servir pour le service, c'est bien que j'ai un excédent qui est illégal. Oui, mais, et c'est l'arrêt Bandol de 1999 qui nous le dit, que voici. L'arrêt Bandol nous dit, bah oui, mais peut-être que la grille tarifaire était illégale, peut-être que la redevance était du coup illégale, mais ensuite ça constitue des excédents, on adopte des budgets, puis un autre budget, puis un autre budget, et en contentieux administratif, on ne peut pas attaquer un acte au motif de son illégalité initiale, uniquement au motif que très loin avant, il y avait un acte illégal. On va regarder si soit on est dans une opération complexe, soit si on est dans un cas d'exception d'illégalité. L'exception d'illégalité, c'est un peu le jeu de domino, vous voyez. J'ai une illégalité, hop, ça va faire tomber un autre acte qui va faire tomber un autre acte. Je ne vais pas rentrer avec vous dans tous les détails du fonctionnement de l'exception d'illégalité. Mais dans l'enchaînement des actes qui vont d'une grille tarifaire excédentaire à des redevances indues,
puis à des budgets, puis à des reports de budget, eh bien, il y a un moment donné où l'effet des dominos qui se font tomber les uns les autres ne marche plus. Il n'y a plus d'exception d'illégalité. Donc peut-être que cet excédent est le fruit d'un bien mal acquis ou de travaux qu'on a décidé de ne plus faire, et on aurait dû rendre l'argent aux usagers, ça c'est clair, jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais il y a un moment donné où n'empêche que j'ai cet argent, et si je justifie que j'en ai pas besoin, eh bien, en fait, je devrais le rendre aux usagers, mais le Conseil d'État admet, dans un certain nombre de cas, que du coup je le reverse au budget général. Donc vous voyez l'effet pervers de cet arrêt Bandol combinant avec la alternance, c'est-à-dire la commune peut dire, moi j'ai un excédent, je te le transfère pas, et d'ailleurs j'ai un arrêt du Conseil d'État pour justifier que je vais le reverser à mon budget général. Alors en plus, c'est d'autant plus choquant que, allez, 3 fois sur 4, on touche des communes qui n'ont pas fait assez d'investissement depuis 30 ans. Mais c'est là justement que la communauté peut retrouver quelques lignes de défense. Tout à fait. Point de vue communauté, l'enjeu va être de défendre que ces sommes, non, elles étaient affectées. Il y avait un PPI, il y avait tel programme, tel programme, tel programme. Et donc en réalité, si on avait une redevance qui était un peu plus élevée au point de dégager des excédents, c'était du fait soit que nous avons reporté certains investissements mais qui étaient programmés, du retard, c'est tout, ou que ça avait été levé en prévision de ces investissements futurs. Attention, la parade côté commune en général est dépensée dans ces cas tout l'argent par anticipation. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors nous, on a quelques jurisprudences pour argumenter ça. Le problème, c'est que ces jurisprudences sont antérieures à l'arrêt alternant. Je m'attends, moi, à ce que ces jurisprudences soient plutôt confirmées, mais il y a encore des débats juridiques là-dessus. Mais la communauté a d'autres lignes de défense. La communauté, d'abord, faute de récupérer les excédents, elle pourra jouer sur le zonage tarifaire qui est autorisé par une jurisprudence de 96, Association Narbonne Liberté 89, qui autorise pour un service public d'avoir des sectorisations géographiques avec des niveaux de redevances différents, et ça peut être une manière comme une autre, effectivement, de neutraliser certains effets. Attention, il y a des conditions. Ce n'est pas un lissage tarifaire qui n'existe pas dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement à proprement parler, mais ça permet d'engager une progressivité dès lors qu'on peut justifier qu'objectivement, on a des situations différentes, secteur par secteur. Donc si la commune nous transfère un service déficitaire, en réalité, et garde l'excédent, la réponse de la communauté, c'est de dire, écoute, si tu joues au con, moi je joue au con, et je vais faire un zonage tarifaire pour équilibrer ton zonage, et comme tu me transfères dans des conditions différentes des autres, je n'aurai pas trop de difficultés à justifier de paramètres techniques conduisant à, tiens, par exemple, doubler le prix de l'eau à 1 an des élections, c'est toujours sympa. Donc, même pas 1 an. Donc ça, c'est la menace qui est brandie en réponse à une menace de hold-up. Face à ça, il est rare que ceci soit mis en œuvre, car des solutions plus intelligentes se trouvent à être mises en place. Parfois, mais c'est dans des cas très limités, ça passe par un recalcul de l'attribution de compensation qui ne règle pas tout, qui ne permet pas d'ailleurs de financer du M14 et M49, et qui impose, si on veut être sécurisé en droit, de passer par la majorité qualifiée, 2/3 du conseil communautaire et accord des communes concernées, mais parfois il y a des solutions intelligentes là-dessus. Et surtout, il y a des solutions beaucoup plus intelligentes. On va, par exemple, dire à la commune, bon bah écoute, transfère-moi ton excédent, mais moi je vais m'engager à faire des investissements sur ton périmètre, puisque c'est par accord, donc on va pouvoir matérialiser un certain nombre de choses par accord, pour rattraper les besoins d'investissement de ton territoire. Et s'il s'agit de financement de M49O vers M49 assainissement, on va dire, par exemple, pour moitié tu me reverses ton excédent, et pour moitié la solidarité communautaire ou syndicale sera mise en œuvre pour finir un certain nombre de travaux, en échange du fait que justement on ne fera pas de zonage tarifaire. Parfois, par des conventions de gestion d'ouvrages ou autres, on peut conduire aussi un certain nombre d'astuces, dont plusieurs sont légales, mais pas toutes, mais on ne retiendra que les légales, pour aboutir à des solutions intelligentes au cas par cas. Et justement, il n'est pas rare que dans les intercommunalisations eau et assainissement, il y ait des envies de récupérer ce genre de trésorerie, qu'il y ait des envies de transférer uniquement des dépenses et des contentieux à la communauté. Sur les contentieux, voir notre vidéo à ce sujet. Sur les zonages tarifaires, voir notre vidéo à ce sujet. Mais en général, ces petites semi-menaces sont brandies de part et d'autre pour aboutir derrière des solutions intelligentes. Mais ceci nécessite un tout petit peu de temps pour éviter que ça ne dérape dans, sinon, des situations totalement conflictogènes. Le
problème que vous avez à gérer, vous, en réalité, en management de réunions et d'intercommunalisation de manière quasiment quotidienne. Oui, surtout qu'en réalité, il y a parfois beaucoup de fantasmes dans toutes ces questions-là. Les communes pensent que l'excédent ne devrait pas être transféré parce que de toute façon, il serait mal employé dans le cadre du transfert. Là-dessus, il y a des choses qui se règlent facilement. D'autant qu'en plus, il y avait des engagements qui étaient faits, on est sur des dossiers qui ont déjà été déposés loi sur l'eau, ça va continuer, il n'y a pas de raison. Parfois, à l'inverse, on se rend compte que sur ces questions d'excédent, il y a des secteurs et des excédents où ils disent « moi, je ne vais pas partager mes excédents avec les autres », mais en réalité, les autres secteurs ne sont pas forcément complètement déficitaires non plus. C'est juste que les écritures comptables étaient différentes. On était sur une commune de moins de 3000 habitants, et en réalité, il n'y avait pas d'excédent, mais parce qu'elle mettait sans arrêt la main à la poche pour financer le budget via le budget M14. Il y a un enjeu dans ces cas-ci de retracer la réalité des prix, retracer la réalité des coûts, et là, effectivement, de jouer peut-être avec d'autres mécanismes pour transférer ces équivalents excédents qui n'existaient pas effectivement d'un point de vue comptable, mais qui permettent du coup de retransférer une situation saine en même temps. Surtout que les différences de prix très souvent s'estompent quand on réintègre des paramètres qui sont des politiques d'amortissement d'une part et les retards d'investissement dans certaines communes où le prix de l'eau est pas cher mais parce qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis 60 ans. Et quand vous commencez à regarder tout ceci, vous aboutissez finalement à des situations plus homogènes que ce que l'on croit initialement. Et puis il y a une dernière chose, c'est que la commune qui se dit super, j'ai un excédent, je vais le récupérer, parfois la communauté n'a même pas besoin de montrer ses muscles pour éviter qu'un coup bas lui soit fait, car parfois ce sont les usagers qui se rappellent à notre bon souvenir pour dire comment ça il y a un excédent et comment ça vous dites que cet excédent vous n'en avez pas besoin pour l'eau, l'assainissement, moi usager de l'eau, moi usager de l'assainissement, je l'ai payé cet excédent. Et si l'usager commence à faire lui un recours indemnitaire contre la commune, il va le gagner. Il va le gagner. Donc attention à la troisième mi-temps contentieuse pour les communes qui voudraient être un tout petit peu trop malignes. Raison de plus pour qu'on approfondisse tout ceci et qu'on suive ces opérations précisément, avec vos avocats préférés bien sûr, via nos actions sur le terrain, notre blog et surtout nos vidéos. A bientôt, merci, au revoir. À bientôt.